Voici donc, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Premier ministre. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Messieurs les chefs d'institution, honorables députés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de région, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les autorités de régulation, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, des organisations syndicales et professionnelles et de la société civile, chers invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis à un moment extrêmement important de la vie de notre nation pour présenter, au-delà du public ici présent, à tout le peuple sénégalais, le plan de redressement économique et social. Je voudrais rappeler que ce plan n'est pas tombé du ciel. Il fait partie d'un ensemble. Et ce rappel référentiel est important parce que nous avons d'abord travaillé à préparer un document prospectif. Document qui a été préparé sur commande de son Excellence Monsieur le Président de la République et qui devait décliner son programme, le programme avec lequel il a été porté à la magistrature suprême par le peuple sénégalais. Ce document appelé Vision 2050 était phasé, 3 phases notamment. La phase redressement, qui est une phase qui devait se dérouler sur une périodicité de 3 ans. Je ne sais pas si le présentateur ne suit pas apparemment. Voilà, une phase redressement, suivie d'une phase d'impulsion et enfin une phase d'accélération. La phase de redressement devait nous permettre de partager la vision, de mobiliser les citoyens, de poser les premières bases de la transformation et d'engranger les premiers résultats de ce travail. Elle sera suivie de la phase impulsion, qui est la phase de mise en œuvre de l'ensemble des leviers d'amorçage de la transformation et de la poursuite de la mise en œuvre des stratégies filières. Et enfin, une 3e phase, la phase accélération, qui devait nous permettre, comme son nom l'indique, d'accélérer la politique de développement des filières et de visibiliser la croissance engrangée à l'horizon 2050. Si vous regardez ce graphique, vous vous rendrez compte que, et ça nous permet de répondre à une question, parce qu'on a l'habitude d'entendre dire que nous demandons aux Sénégalais de patienter jusqu'en 2050. Si vous voyez les courbes qu'il y a au-dessus de ce graphique, vous vous rendrez compte que les phases ne s'excluent pas. La première phase, celle qui consistait à redresser, démarre évidemment en 2024 avec l'élection du président de la République et se termine quasiment à la fin de ce cycle, c'est-à-dire en 2029. Mais vous vous rendez compte que la courbe jaune qui suit, c'est-à-dire l'impulsion, n'attend pas qu'on ait terminé la phase de redressement. Dès le milieu du mandat, c'est-à-dire d'ici 2026, nous démarrons la phase impulsion qui prendra fin en 2034. Et la phase accélération démarre presque simultanément avec la phase d'impulsion, ou 1 ou 2 ans après le démarrage de la phase d'impulsion. Et donc avant la fin de la première phase, c'est-à-dire le redressement. C'est une action combinée avec plusieurs phases qui ne s'excluent pas, mais avec la priorisation de l'une ou l'autre phase selon les périodes.
Le redressement, pour le slide qui suit, doit nous permettre de faire un certain nombre de choses. D'abord, les réformes préalables à des actions futures. Un certain nombre de réformes, réforme des institutions, réforme de la justice, réforme territoriale, décentralisation, déconcentration, et j'en passe. Il faut comprendre donc que la phase de redressement ne commence pas aujourd'hui avec le document que nous vous présentons. C'est l'un des éléments de ces réformes préalables, c'est-à-dire l'assainissement du cadre macroéconomique dont a parlé tout à l'heure M. le ministre de l'Économie. Il faut comprendre donc que cette phase de redressement a démarré depuis les premiers jours du mandat, puisque le président de la République a convoqué les assises de la justice, ça fait partie de la phase de redressement, les assises politiques, ça fait partie de la phase de redressement, un certain nombre d'États généraux sectoriels ont été organisés dans le secteur de l'industrie et du commerce, dans le secteur de l'hydraulique, dans le secteur du transport, entre autres. Toutes ces opérations s'incrustent dans cette phase de redressement. Et donc, vous pouvez situer l'opération, l'exercice d'aujourd'hui dans cette première partie, c'est-à-dire les réformes préalables à des actions futures, dans le sens qu'il concerne un des points, l'assainissement du cadre macroéconomique et l'impact de cet assainissement sur l'économie et sur le social. La deuxième phase, le deuxième élément de cette phase de redressement, c'est les réformes techniques qui préparent le terrain pour le développement d'autres services. Vous aurez dans ces réformes techniques les réformes sur le plan du numérique, par exemple. L'identité numérique unique est un élément important de cette phase. J'allais dire même tout ce qui a été conçu dans le New Deal technologique. Et la troisième phase, c'est la bonne gouvernance et la reddition des comptes. Je crois que sur le terrain de la bonne gouvernance, des actes substantiels ont été posés. Et les derniers en date, c'est le paquet de projets de loi qui a été adopté avant-hier en Conseil des ministres portant sur la réforme de l'OFNAC, sur l'accès à l'information, sur la déclaration de patrimoine, entre autres, et sur la reddition des comptes. Le travail se poursuit méthodiquement dans le respect des règles de droit. L'objectif de cette première phase, c'est-à-dire la phase de redressement de la vision 2050, c'est de tourner définitivement le braquet d'un modèle ancien vers un modèle nouveau, préalable à l'impulsion et à l'accélération. Et ces réformes constitueront une des priorités du premier quinquennat. Nous avons toujours posé le débat en termes de système et non pas en termes d'hommes. Et un système, c'est beaucoup plus l'interaction de règles, d'attitudes, de comportements. Et les réformes que nous allons entamer dans cette phase de redressement nous permettront de tourner la page de ce système que nous avons souvent décrié pour en ouvrir une autre. Pourquoi maintenant un plan de redressement économique et social? Cela est lié à l'héritage qui nous a été légué. Nous savions tous que l'héritage n'allait pas être des plus légers. Durant tout le temps passé dans l'opposition, nous l'avons crié fort, nous l'avons dénoncé avec des arguments valables et nous étions même allés jusqu'à prévenir les Sénégalais des difficultés auxquelles il fallait s'attendre, quel que soit le régime qui remplacerait le défunt régime. Et aujourd'hui, les différents audits réalisés aboutissent à un constat sans appel. L'audit des finances publiques qui a démarré avec le rapport établi par l'Inspection générale des finances, conforté, pour ne pas dire aggravé,
par l'audit de ce rapport par la Cour des comptes et enfin par le rapport de Forvis Mazars. Cet audit, ces différents audits débouchent sur un constat très difficile pour le Sénégal d'un déficit qui cumule à 14% et d'une dette publique qui est de 119% du produit intérieur brut. 14% contre 4, quelque chose pour cent qui avait été déclaré et 119% contre 74% qui avait été déclaré par l'ancien régime. Évidemment, et c'est le lieu de féliciter et de rendre un hommage à son Excellence le Président de la République, qui aurait pu faire le choix de la dissimulation. Je me rappelle des rencontres tenues autour de lui au palais avec les différents ministres concernés, le ministre des Finances, le ministre du Budget, le ministre des Finances et du Budget, le ministre de l'Économie et le désormais ministre d'État chargé de l'agenda et un certain nombre de ses conseillers, des réunions qui nous avaient permis d'apprécier la gravité de la situation, mais surtout des conséquences de l'exercice de vérité, si on choisissait de dire la vérité. Nous en étions conscients. Et le président a dit, je ne voudrais pas démarrer mon mandat sur un mensonge, je ne voudrais pas le dérouler sur un mensonge et le conclure par un mensonge. Et cet exercice de vérité a pour conséquence le respect difficile des engagements internationaux. Mais le Sénégal a tenu et jusqu'à présent, nous avons respecté notre signature, nous avons respecté nos engagements internationaux, sans pour autant que ça n'empêche le pays de continuer à faire face aux défis cruciaux à l'intérieur. C'est le lieu ici également de féliciter et de rendre hommage au ministre des Finances et du Budget, à toutes ses équipes, au ministre de l'Économie, qui chaque jour déploie un trésor d'énergie pour faire face à nos engagements internes et extérieurs. L'autre conséquence, c'est des conditions de plus en plus difficiles de financement extérieur, sur le financement extérieur. Évidemment, notre signature s'est dégradée. Vous avez vu tous les conséquences en termes de notation du Sénégal. Et c'est une des conséquences auxquelles nous nous attendions quand le président a décidé de se livrer à cet exercice de vérité. Le défi du retour à l'orthodoxie budgétaire, notamment l'objectif de revenir à 3% de déficit dans moins de 2 ans, c'est-à-dire en 2027, un pas important a été réalisé dès cette année, puisqu'aujourd'hui, on est à moins 8% de déficit dans la loi de finances rectificative du moins. Et donc, la moitié du chemin a été parcouru déjà. Et de revenir également à un niveau d'endettement raisonnable et respectueux des critères de convergence dans le cadre de l'espace UEMOA. Tout ceci combiné à l'attente légitime des Sénégalais. Nous sommes au XXIe siècle, les peuples sont devenus impatients. Les peuples n'attendent plus, les peuples veulent des résultats immédiats. Vous aurez beau leur expliquer la situation héritée. Évidemment, quand on hérite d'un legs, c'est avec son passif et son actif, et plus le passif est lourd, plus la capacité à relancer, à réaliser est compromise. Mais c'est une réalité, les peuples
sont à bon droit et légitimement impatients. Et le fait que le Sénégal soit projeté dans le top 5 des pays à plus forte croissance et peut-être le premier en 2025 en Afrique ne signifie pas grand-chose si l'on considère ce que le Premier ministre de l'économie vient de dire, que la structure de notre croissance, dépouillée de la croissance, le PIB agricole et hydrocarbures, révèle des performances très faibles, voire médiocres, c'est-à-dire on ne dépasse pas les 4% de taux de croissance, ce qui pose un sérieux problème de productivité, particulièrement de l'investissement. Voilà les raisons qui nous fondent à travailler à un sursaut, à essayer de trouver des solutions. Lesquelles solutions doivent être d'abord endogènes, doivent provenir de l'effort interne produit par les Sénégalais, pour eux-mêmes. Ce plan de redressement permettra de trouver de nouvelles sources endogènes. Et dans le tableau que je vais vous présenter tout à l'heure, nous détaillerons ces ressources endogènes. Il nous permettra de retrouver les équilibres budgétaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Il nous permettra d'accélérer la progression de notre économie. Ce plan de financement pour le redressement de l'économie est fondé sur un certain nombre de principes. D'abord, le respect des engagements internationaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous tenons, quel que soit le régime qui a pris ces engagements et quelle que soit la nature de ces engagements, évidemment, nous pouvons travailler à identifier dans ce paquet de dettes la partie de la dette odieuse et poser le débat plus en profondeur avec les partenaires. Mais globalement, nous tenons à respecter ces engagements internationaux. Nous voulons remonter cette situation héritée sans pour autant aggraver la dette publique. Nous voulons le faire sans brader nos ressources naturelles et foncières. Nous voulons le faire dans une quête de souveraineté dans le secteur bancaire et particulièrement des banques à connotation publique. Nous voulons le faire sans mettre trop de taxes supplémentaires sur les investisseurs au détriment de l'attractivité de notre pays. Nous voulons le faire par un exercice de lutte contre la fraude sous toutes ses formes et nous devons le faire dans le respect de l'équité, dans la contribution financière des acteurs, règles essentielles du droit fiscal. Alors, nous avons entendu beaucoup de développement sur les plans de redressement. En quoi ce plan de redressement est différent des autres? Nous ne sommes pas remontés jusqu'en 1979 pour le PREF, qui semble être le premier plan de redressement, mais comparativement au financement du programme de résilience économique et sociale qui a été élaboré pour faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19, dans son modèle de financement d'abord, le PRES avait été financé à 84,5% par les partenaires, au moyen de prêts concessionnels, de dons et de reports d'échéance. L'État, pour un budget prévisionnel de 1 000 milliards, n'avait contribué qu'à hauteur de 102,25 milliards, soit 13%. Le PAP 2A, qui a pris le relais pour engranger les bénéfices du PRES, le PAP 2A projetait un budget de 14 712 milliards, qui a fortement bénéficié, plus de 60% au moins, de ressources extérieures.
pour le présent plan de redressement. 90% des ressources sont attendues de la mobilisation de ressources endogènes sans endettement. Nous ne solliciterons les partenaires extérieurs que pour la partie du recyclage des actifs que je présenterai tout à l'heure, mais tout en conservant la propriété de ces actifs ou lors des appels publics à l'épargne sur le marché intérieur où des résidents de la zone pourraient éventuellement contribuer. Un autre élément de comparaison, c'est que le coût du plan de redressement sera de 33% plus élevé que celui prévu dans le scénario de base, c'est-à-dire le document de programmation budgétaire économique et pluriannuel 2026-2028, qui fait des projections en moyenne d'un peu plus de 5 000 milliards. Considérez que pour ce plan, l'objectif initial que j'avais confié aux équipes, c'était de mobiliser au moins une année budgétaire de plus, d'essayer de rattraper une année budgétaire de plus, qui équivaut sensiblement à la dette cachée, à la dette qui n'a pas été comptabilisée dans nos écritures. Et comparativement donc au PAP 2A, dont les ambitions n'étaient que de 4% par rapport au schéma initial, c'est-à-dire le PAP 2. Ces éléments de comparaison nous permettent d'apporter ou d'anticiper sur un certain nombre de réponses et qui recoupent notre volonté, notre discours qu'on a toujours tenu. Hier, ici, lors de la remise des lauréats du concours général, je retiens une phrase prononcée par le président de la République, son souhait de voir les Sénégalais s'approprier du concept de souveraineté. Tout ce plan, toute la trame de ce plan répond à ce besoin, à cette option forte de souverainiser notre pays, de faire des efforts par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas, 65 ans plus tard, continuer à attendre le salut de l'extérieur. L'Afrique doit évoluer et le Sénégal doit évoluer. Depuis que les constats ont été faits après les audits, tout le débat national tournait autour du FMI. Le FMI n'a pas décaissé. Est-ce qu'on aura un nouveau programme avec le FMI? Ce que nous présentons aujourd'hui n'attend rien quasiment de personne, sinon du peuple sénégalais lui-même. Et c'est fort de ces constats que nous avons sollicité et obtenu l'autorisation du président de la République pour mettre une équipe autour de nous à la primature, regroupant l'essentiel des ministères qui travaillent sur les domaines qui nous intéressaient pour la confection de ce plan de redressement. Je voudrais donc, à cette étape, féliciter les hauts fonctionnaires qui ont travaillé à ce plan. Mesdames et Messieurs, le Sénégal regorge d'agents dans la fonction publique de qualité. Ils nous l'ont démontré déjà lors de l'élaboration du référentiel qui a été fait avec l'expertise exclusivement sénégalaise, accompagnée par un cabinet privé sénégalais également. Je veux féliciter tous ceux qui ont travaillé à ce document, sous la coordination de M. Moustapha Sen, conseiller spécial chargé des questions économiques. Les chantiers de financement du plan tournent autour de 3. Le premier chantier, c'est la réduction maîtrisée de la dépense publique, du train de vie de l'État.
Le second chantier, c'est la mobilisation des ressources domestiques. Et le troisième chantier, c'est le financement endogène complémentaire hors endettement. Pour l'optimisation de la dépense publique, nous avons travaillé d'abord à l'amélioration de la planification stratégique, notamment avec la mise en place des cadres de dépenses à moyen terme, des indicateurs de performance, l'élargissement du scoring matriciel des projets. Pour tous ces éléments, je vous aurais renvoyé à la mise en œuvre de la vision sous la coordination éclairée de M. Amin Lo, ministre d'État chargé de l'agenda, appuyé par le box de M. Birom Oloba. Il y a la digitalisation et l'optimisation également de la commande publique. L'introduction de mécanismes de modernisation de la commande publique, de plateformes digitales, mais également la rénovation des procédures d'exécution budgétaire sur lesquelles M. le ministre des Finances a beaucoup travaillé. Évidemment, pour ce qui est de la commande publique, des aspects importants comme la mise en place d'une centrale d'achat qui nous permettra de regrouper un certain nombre d'opérations, de rationaliser également les acquisitions, est un élément extrêmement important. Et enfin, la réduction de la taille de l'État, où les équipes ont travaillé à la fusion et à la suppression d'un certain nombre de structures, particulièrement des structures des agences d'exécution, mais également pour l'administration classique, un travail de resserrement va être fait. Le second axe, c'est la mobilisation des ressources domestiques. La mobilisation des ressources domestiques vise à aller chercher les niches, d'abord dans le secteur du numérique. Nous avons énormément de niches dans le secteur numérique, qui est le secteur en plein essor, mais qui jusque-là était sous-fiscalisé ou pas du tout fiscalisé dans beaucoup de ces aspects. Dans le tableau que je vais vous présenter tout à l'heure, je reviendrai sur le détail ligne par ligne. Il s'agit de la fiscalisation, par exemple, des jeux de hasard en ligne, comment on appelle ça, du mobile money, des transferts marchands également, et de beaucoup d'autres aspects comme ça, qui n'étaient pas suffisamment fiscalisés ou pas du tout fiscalisés quelque part. Il y a également l'optimisation des revenus du foncier. Chers amis, le foncier est un élément important de patrimoine qu'il convient de fructifier en évitant le plus possible de céder. On peut l'utiliser comme levier financier et levier des fonds. Le foncier bâti comme le foncier non bâti. On peut l'utiliser également pour permettre l'accès aux droits, aux titres, contre paiement de sommes bien précises, ce qui permettrait à la fois d'engranger des recettes substantielles pour l'État, mais de sécuriser également la possession pour les citoyens. Les amendes et redevances, une longue liste a été établie pour renforcer les amendes et les redevances par rapport à certains types d'infractions, par exemple au code de la route et beaucoup d'autres infractions de ce genre, dont les conséquences sont incalculables en perte de vies humaines et en dégâts matériels. Le recyclage d'actifs, nous avons beaucoup d'actifs qui nous ont coûté extrêmement cher, qui justifient une bonne partie de la dette. Les actifs portuaires, aéroportuaires, autoroutières, ainsi de suite, qu'il convient de recycler, avec l'option pour nous, toujours, de garder la propriété. Nous avons la possibilité de la concession, nous avons la possibilité de l'ouverture du capital, comme nous avons la possibilité de la cession. Nous écartons pour le moment toute possibilité de céder, mais nous pouvons concéder la gestion, particulièrement au secteur privé, et nous souhaitons qu'il soit prioritairement national,
avec un partage des gains sur les dividendes. L'exploration du capital investissement également est un élément extrêmement important, corrélé à des préoccupations telles que la finance, l'économie sociale et solidaire et le développement des coopératives, notamment agricoles. La fiscalité environnementale qui, comme vous le savez, a un double objectif, à la fois dissuasif sur la pollution et donc environnementale, mais un objectif également de mobilisation de recettes, ce qu'on appelle la fiscalité verte et la fiscalité bleue sur la pollution et les différentes formes de pollution. Le financement durable, vert bleu, énormément de fonds existent aujourd'hui, qui sont des fonds gratuits souvent, les fonds verts et les fonds bleus. À travers le monde, le Sénégal est parti à un certain nombre de conventions, notamment sur la transition écologique juste, qui peuvent aujourd'hui venir abonder également cet effort. Et enfin, la rationalisation des différentes subventions. Le ciblage, essayer de cibler pour toucher les vrais, ceux qui ont vraiment besoin de ces subventions, aussi bien dans le domaine de la pêche, dans le domaine de la distribution des produits d'hydrocarbures, ainsi de suite, pour éviter que des gens de la couche moyenne ou même des gens très aisés puissent continuer à capter les subventions au détriment de ceux qui en ont vraiment besoin. Et enfin, les troisièmes sources de financement. C'est le financement endogène et les ressources complémentaires. Je veux citer ici l'appel public à l'épargne dont nous usons de plus en plus pour mobiliser des ressources sur le marché intérieur en monnaie locale, parce que l'un des problèmes de notre dette aussi, c'est que nous empruntons à monnaie étrangère alors qu'on doit rembourser en monnaie locale. Ça pose un problème sérieux et aujourd'hui, il faut dépasser, de plus en plus recourir à d'autres modèles qui nous permettent de mobiliser des fonds sur le marché local, de financer notre dette en monnaie locale, et la dette en monnaie étrangère doit cibler au maximum possible des activités qui génèrent des revenus en devises, notamment l'exploitation des hydrocarbures, du pétrole et du gaz ou le secteur minier. La promotion d'un secteur bancaire national fort, c'est-à-dire le secteur bancaire à capitaux majoritairement publics. Les débats sont encore en cours sur la nécessité ou non de fusionner un certain nombre d'instruments que nous avons, le fonds 6, le fonds GIP, un certain nombre d'autres banques. Le Sénégal en a déjà usé pour la réfection du building administratif et du ministère de l'Intérieur, des Finances, si je ne m'abuse. C'est des leviers qui permettent de lever des financements sains, comme le recours au mécanisme du WACF et beaucoup d'autres mécanismes de financement islamique. La renégociation, un travail est en train d'être fait, et vous me permettrez de féliciter également à ce niveau l'équipe qui y travaille, le comité de lecture, dirigé par le conseiller spécial El Hadji Ibrahima Diop, qui a déjà renégocié beaucoup de contrats et de conventions. Je me rappelle, lors de nos écrits, quand on était dans l'opposition, nous nous référions aux statistiques de l'OCDE, qui chiffrait à peu près les surfacturations dans les marchés publics, dans les pays à économie avancée, comme on dit, à peu près 11%. Pour le travail que nous avons commencé à faire, qui touche peut-être principalement le secteur des BTP, un peu l'énergie, un peu la santé, etc., le constat, c'est que nous sommes déjà à 18% de surfacturation sur les marchés publics. Et les gains qu'on ferait, rien qu'en assainissant ce volume dans le budget d'investissement, nous permettrait d'engranger des profits significatifs. Je vous déroulerai tout à l'heure un tableau sur le détail des lignes de ressources.
sur les ressources domestiques, les ressources recyclables, le financement complémentaire au endettement et la réduction de la taille de l'État. Mais les ressources attendues sur les 3 ans, 2025-2028, pour les ressources domestiques additionnelles, nous attendons 2111 milliards. Pour le recyclage d'actifs restant la propriété de l'État, nous attendons 1091 milliards. Pour les économies sur la réduction de la taille de l'État, nous attendons 50 milliards. Pour le moment, j'y reviendrai parce que nous avons un tableau assez long d'une 50aine de mesures qui sont encore en cours d'évaluation. Et l'essentiel de ces mesures porte sur la taille de l'État. Et enfin, sur le financement endogène complémentaire hors endettement, nous attendons 1352 milliards. Le tout nous permet de nous projeter sur 4605 milliards pour le moment, en attendant les autres mesures à évaluer, qui sont des mesures très importantes et qui, selon mes estimations, nous permettront d'ajouter peut-être 2000 à 2600 milliards à ce tableau. Et l'injection de ces ressources doit générer à peu près 1062 milliards de recettes fiscales, ce qui sera réparti sur les 3 années. La première année, 274 milliards, la deuxième, 444 milliards et la troisième année, 344 milliards. Ce qui nous donne un total de ressources projetées de 5667 milliards provisoirement. Alors, je ne sais pas si ils avaient remis la clé à la régie pour pouvoir vous projeter le tableau détaillé que je vais commenter maintenant. Pour les différentes rubriques, la synthèse des projections se décompose en mesures nouvelles et réalistes de génération de recettes publiques et leur potentiel budgétaire sur la période 2025-2028. Pour le financement endogène, je vous ai dit que le tableau, je vais citer pour chaque rubrique quelques lignes. Nous avons la ligne renforcement de la collecte des dividendes des entités publiques, sur laquelle nous attendons 27 milliards. Le Sénégal, en tout cas l'État, a été assez négligent dans le suivi de son portefeuille et de la collecte des dividendes dans toutes ses participations. Dans le secteur minier, par exemple, où on a minimum 10%, 15%, 20% de participation souvent, et dans beaucoup d'autres secteurs, comme le secteur portuaire, nous pensons qu'une action générera ce montant. Pour la renégociation des contrats stratégiques, nous nous projetons sur 884 milliards. Un travail consistant à corriger les déséquilibres constatés dans les conventions minières, pétrolières et industrielles, telles que les cimenteries, notamment en matière de redevances de fiscalité et de production déclarée. Elle inclut également le recouvrement des amendes issues des audits métrologiques et fiscaux. Pour la mobilisation de l'épargne nationale et de la diaspora, l'objectif c'est de capter les flux d'épargne disponibles sur le territoire national et auprès de la diaspora à travers la création de véhicules d'investissement. Il ne s'agit pas de dire aux gens de donner leur argent de manière philanthropique, mais de les intéresser à un certain nombre de projets structurants sur lesquels ils peuvent investir avec retour d'investissement. Nous nous projetons sur 135 milliards. Sur le déploiement des financements participatifs et solidaires, le WACF, les instruments tels que le Sukuk et les plateformes de crowdfunding, nous projetons 300 milliards. Pour l'approvisionnement gaz par GTA,
un élément extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, les contrats de recherche et de partage de production autorisent le Sénégal à notifier ses besoins au plus tard le 1er octobre pour l'approvisionnement de son marché local. Ce que nous avons fait pour 2026. Les gains sont de 177 milliards ou de 143 milliards sur 2026 seulement, selon l'application au nom de la pénalité de 25% prévue et que BP peut vouloir appliquer. Et l'impact sur le kilowattheure, c'est de le faire passer de 115,93 francs kilowattheure aujourd'hui à 76,18 francs kilowattheure. Et donc, sur les 3 ans, l'impact attendu est de 435 milliards. Pour les actifs détenus par la SOGEPA, qui peuvent être utilisés comme effet de levier, nous nous projetons à 341 milliards. Pour ce qui est de la régularisation du renouvellement de concessions des opérateurs téléphoniques également, nous nous projetons à 200 milliards. Sur les frais de visa électronique que nous avons décidé d'appliquer pour l'entrée sur le territoire national, aux pays hors Afrique et aux pays africains qui nous appliquent le visa, nous nous projetons à 60 milliards. Sur le recyclage d'actifs comme les autoroutes, nous nous projetons à 126 milliards. Par rapport à la réduction du train de vie de l'État, je vous avais dit tantôt que pour le moment, une seule mesure sur la dizaine de mesures, une seule mesure est pour le moment évaluée. C'est la restructuration du secteur parapublic, notamment la suppression et la fusion d'agences, et elle nous donne un gain de 50 milliards. Les 8 ou 9 autres mesures sont en cours d'évaluation et je peux vous en citer quelques-unes qui sont des mesures fortes relativement à la réduction de la taille de l'État ou du train de vie de l'État. J'ai parlé tantôt de l'élimination des surfacturations sur les marchés et les chantiers publics, la réduction des subventions accordées à certaines entités publiques qui doivent pouvoir avoir leur autonomie financière, la réduction sélective et progressive des subventions aux équipements de pêche, des détaxes de carburant, etc., l'économie sur les frais liés à l'organisation des élections, et je crois que les conclusions du dialogue politique nous permettraient de le faire, rien qu'avec le bulletin unique, je passe sur les autres. Le plafonnement de la masse salariale dans le secteur parapublic, puisque la loi organique portant sur les lois de finances a prévu le plafonnement, l'inscription chaque année dans la loi de finances, le plafonnement des salaires dans le secteur parapublic et au niveau des institutions et du secteur public. Ça n'a été inscrit qu'en 2021, le décret d'application n'a jamais été pris. Et sur 2026, nous réintroduirons cette mesure qui aura certainement un impact important. La réduction de la fréquence et du coût des missions à l'étranger, la mise en place de la centrale d'achat, la réduction des charges locatives d'eau et d'électricité de l'administration, l'optimisation de la réforme sur les véhicules de l'administration, la lutte contre les pertes techniques même de la Sénélec qui sont évaluées à 90 milliards quand même. C'est autant de mesures qui vont venir abonder cette rubrique et certainement nous permettre de faire des économies extrêmement plus substantielles sur le train de vie de l'État. Donc, après ce volet, sur le recyclage des actifs, nous nous projetons à 1 519 milliards. J'ai parlé des actifs détenus par CGA.
par SOGEPA, la possibilité d'une cession partielle du site de l'ancienne base militaire française de Rufisque, si le président de la République l'autorise, ce qui ne semble pas être le cas pour le moment, avec un veto fort des forces armées. Sur la zone économique de Diass, où un modèle d'aménagement et de mise en location ou de cession partielle peut être envisagé, où nous escomptons 215 milliards. La régularisation de convention des opérateurs, j'en ai parlé, et le site de Dantec, où il y a encore 3 hectares que le Francis envisage de gérer pour générer 126 milliards. Pas en termes de cession, une fois de plus. Pour la mobilisation des ressources domestiques, nous envisageons, avec la mise en concession ou vente partielle de terrains viabilisés, des zones à fort potentiel économique. Je veux dire ici, pour les besoins sociaux à des Sénégalais, de toutes les couches, mais particulièrement des couches les moins favorisées, mais également pour les besoins du tourisme, où la SAPCO et ses agences dans l'aménagement de sites dans la Petite Côte, Mbodienne et autres, dans le sud, à Béné, etc. Et pour des programmes immobiliers et logistiques. L'évaluation de l'assiette et des droits additionnels nous projette sur 80 milliards. Pour les redevances audiovisuelles, le ministre a commencé déjà un travail important, M. Aliou Sall, ministre des Télécommunications. Il s'agit ici d'aller au-delà de ce qu'il a commencé et de fiscaliser tout ce qui est publicité en ligne, les vidéos sur demande, notamment les plateformes telles que Netflix et autres, les services numériques. On se projette à 16 milliards. Le e-commerce, les revenus d'influenceurs qui, quelquefois, encaissent beaucoup d'argent. La taxation du mobile money. La taxation du mobile money qui existe déjà, mais qui se fait sur des bases très faibles. Nous avons beaucoup travaillé ces derniers jours avec la Direction générale des impôts, le ministère des Finances, le ministère des Télécommunications, pour aboutir à des bases beaucoup plus saines, sans pour autant que ça constitue un surenchérissement perceptible du coût des transferts, et l'État compte engranger 130 milliards sur les 3 ans. La taxation des transactions marchandes, où nous projetons sur 4 milliards, les transactions marchandes du mobile money. La taxation des jeux de hasard, notamment le pari en ligne et les casinos en ligne. Les jeux de hasard, le jeu en ligne aujourd'hui constitue 80% du jeu de hasard. Il nous faut aller chercher les 20% qui restent. Mais nous avons choisi, puisque dans ce secteur, les bookmakers étaient taxés, la LONASE est taxée, mais les parieurs ne sont pas taxés. Taxation du gain, 75% des mises constituent un gain que le partage des parieurs, mais également nous envisageons un modèle de taxation même de la mise, parce qu'au-delà de la mobilisation de recettes, nous avons l'obligation en tant qu'État de protéger, surtout les petits parieurs, contre eux-mêmes et contre l'addiction au jeu. L'augmentation du taux de la taxe sur le tabac, c'est le même principe que nous envisageons d'amener au plafond UEMOA qui est de 100%. Aujourd'hui, nous taxons à 70%. Et je crois que la fumée peut rapporter 100 milliards. Le relèvement de l'âge limite d'importation des véhicules de tourisme. C'est une forte demande
de la diaspora. Ils seront satisfaits aussi bien pour les véhicules utilitaires 8 à 10 ans, les véhicules supérieurs à 3 tonnes 500 10 à 15 ans et la généralisation des droits d'accès sur les véhicules de transport et de marchandises. Ces trois mesures doivent pouvoir rapporter un peu plus de 100 milliards. La réactivation des droits à l'importation pour les téléphones portables, qui avait été suspendue avec la redevance RUTEL, mais tout le monde convient, les autorités douanières, le ministère de l'Économie et des Finances, qu'il est temps de remettre en place cette taxation et les projections sont à 200 milliards. Je voudrais dire que tous les chiffres que nous vous avançons ici sont des chiffres minorés. J'ai demandé à l'équipe de prendre les options les plus minimalistes possibles pour nous aménager une marge d'erreur substantielle. La mise en place d'un programme de marquage fiscal qui permet de lutter évidemment contre la fraude sur les quantités, mais également de garantir un peu la qualité de la consommation. Donc des préoccupations de santé, où nous projetons 87 milliards, la réactivation du droit de sortie sur les exportations d'arachide et de la noix de cajou, 27 milliards et 15 milliards. Ici, c'est à la fois des soucis de collecte, mais également de protection de notre secteur industriel pour l'arachide, mais l'incitation également à la transformation locale. Et c'est là où nous attendons le secteur privé national. La modification de 10% des barèmes de loyer sur le domaine de l'État. L'État donne des baux, mais nous constatons que les taux contenus dans les barèmes sont extrêmement faibles et n'ont pas été révisés depuis 2011, si ma mémoire ne fourche pas. C'est des mesures qu'il faut, pas seulement sur le barème des loyers, mais également sur le barème des cessions définitives. Si l'État veut acheter un terrain d'un particulier, il l'achète au prix du marché. Mais si l'État vend un particulier, il vend 10 fois, 20 fois, 30 fois moins cher parce qu'il vend selon un barème, puisque l'État n'est pas censé faire des profits sur le foncier. Mais cet État-ci, qui a hérité d'un déficit de 119% et d'un déficit de 12%, est censé faire de l'argent. La régularisation massive des terres du domaine national. Nous avons travaillé avec M. Dia sur la possibilité de faire évoluer le PROCACEF, qui est un programme qui permet de régulariser les propriétaires allégués de terrain, particulièrement en zone rurale, mais ça se faisait presque gratuitement, mais on ne délivrait pas de droits ou de titres. L'instruction, c'est d'aller vers la délivrance de droits et de titres pour sécuriser les propriétés et permettre à ces gens-là non seulement de pouvoir sécuriser, mais de pouvoir même avoir un levier pour à faire prévaloir auprès des banques pour lever des fonds utiles à leur activité. Donc, la mise en concession de terrains viabilisés dans des zones à fort potentiel économique. Et enfin, l'introduction d'une fiscalité verte et bleue par l'instauration d'une taxe carbone, d'une surtaxe sur les véhicules anciens à forte émission de CO2, ainsi qu'une éco-contribution sur certains produits importés, où nous escomptons 306 milliards. Ça, c'est les recettes fiscales attendues de l'injonction des ressources. Ça, c'est les ressources du moins, et les recettes fiscales attendues, je vous l'ai dit, c'est 1062 milliards. Et au total, l'ensemble des ressources s'élèveront à 5 667 milliards provisoirement, en attendant de continuer l'évaluation des autres mesures qui sont tout aussi importantes. Parmi ces mesures, je peux vous en citer quelques-unes
qui sont des leviers importants. Il y a le recours aux ressources longues qui nous permettra de lever des fonds en monnaie locale. C'est le cas des fonds de pension, les consignations, le capital assurance. L'objectif ici, c'est de remplacer la dette par l'equity et d'avoir plus de marge, puisque c'est des ressources longues. La révision du mode d'indexation de la prime fixe sur l'électricité, l'imposition d'une amende forfaitaire aux propriétaires d'immeubles n'ayant pas respecté la réglementation en matière de construction, notamment les ascenseurs, les parkings et autres. L'application effective des taxes sur les nouvelles conventions de pré-projet, puisque les montants sont libellés tout le temps en TTC. Je vous ai cité tout à l'heure les mesures pour le train de vie de l'État. Je les saute donc. Je vais sauter, je vous donne quelques échantillons. Donc, l'application du droit de sortie sur les exportations de produits miniers non couverts par la stabilisation fiscale, la taxation des occupants sans droit ni titre, la traque et la sanction des fausses quittances, des faux certificats de taxes, des certificats recyclés. Nous sommes en train de faire ce travail sous la supervision du président de la République. Je ne vous en dirai pas davantage puisqu'il est en cours, mais la lutte et la compression de la fraude sur ces aspects-là va générer énormément de ressources. J'ai parlé de la subvention modulée du carburant, donc le ciblage. Et j'en passe et j'en passe. Il y a à peu près 37 mesures qui sont encore en cours d'évaluation et sur lesquelles nous comptons encore engranger pour dépasser largement les prévisions. L'exercice auquel nous nous livrons n'est pas seulement un exercice conjoncturel. C'est vrai, il y a une situation qui l'exige. Ça ne nous a pas été imposé de l'extérieur pour une fois. C'est souverainement qu'on a décidé de le faire. Mais au-delà de cette situation conjoncturelle, cet exercice nous permet de répondre à une des positions que nous avons toujours défendues. C'est que nous avons la capacité de faire évoluer de manière substantielle notre budget. Nous avons toujours dit que nous n'avons pas exploré peut-être le tiers de nos capacités. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que l'instauration de ces mesures et leur prolongement au-delà de ce délai de 3 mois doit nous permettre de hisser substantiellement le budget de l'État du Sénégal et d'offrir plus de possibilités à l'État de répondre aux préoccupations des Sénégalais. Pour revenir au PowerPoint, Monsieur le technicien, je voudrais parler maintenant des axes du plan de redressement. Le plan de redressement vise à mobiliser ces ressources, mais pourquoi faire? Orienter vers quoi? Nos objectifs, c'est d'abord les services sociaux de base qui bénéficieront d'un financement plus conséquent. Le premier axe, donc, c'est l'appui aux ménages. Dans l'appui aux ménages, nous avons une offre plus importante, mieux orientée, de biens et services sociaux. Je vais vous parler des services liés à la santé, à l'éducation, à l'enseignement supérieur, au logement social décent, à l'accès à l'électricité et à l'eau, particulièrement dans le monde rural. C'est également l'obtention des titres de propriété facilités pour sécuriser les ménages. Et c'est les aides aux ménages pauvres, notamment la bourse de sécurité familiale, qui sera renforcée. C'est également
une des préoccupations essentielles du président de la République et de mon gouvernement, c'est continuer à rendre le coût de la vie abordable pour nos concitoyens. Par l'approvisionnement, un meilleur approvisionnement du marché et éventuellement une baisse des prix des denrées. Et évidemment, la création massive d'emplois par l'abondement des fonds destinés au financement, particulièrement des jeunes et des femmes, pour l'employabilité et l'emploi. Toujours pour l'appui aux ménages, j'ai cité tantôt le cas des bourses de sécurité, et un meilleur ciblage, évidemment. Quand on dit cibler les subventions, certains proposent souvent de supprimer carrément les subventions et de faire des transferts cash qui profitent à partir du fichier RNU, qui nous permet de connaître les ménages considérés comme pauvres, de pouvoir les cibler directement par des cash transferts. Et enfin, penser sérieusement à la gratuité de certains services de base, par exemple, pourquoi pas les médicaments génériques qu'on pourrait éventuellement rendre gratuits, mais c'est en réflexion. Pour le second point, c'est le soutien au secteur privé national et la libération des énergies créatives. L'accès au foncier revient parce qu'entreprendre nécessite, pour la plupart du temps, de pouvoir accéder au foncier. Des mécanismes simplifiés et accélérés pour permettre à ce secteur privé d'accéder au foncier. L'amélioration de l'accès à l'électricité, j'en ai parlé tantôt. L'un des éléments de compétitivité industrielle particulièrement, c'est le coût de l'énergie. Nous ne pouvons pas continuer à être à plus de 110% du coût de l'énergie et vouloir compétir avec des pays qui sont à 12 francs. Si je prends le cas du Qatar, mais qui a suffisamment de gaz pour le faire, ou 60 francs si je prends le cas de la Chine. Il faut aujourd'hui que nous travaillions à baisser substantiellement le coût de l'énergie, mais également l'accès aux autres sources d'énergie pour le secteur privé particulièrement, les énergies renouvelables, le solaire singulièrement. Le paiement de la dette due au secteur privé. Après finalisation de l'audit de cette dette, l'engagement que prend le gouvernement, c'est de payer intégralement cette dette pour permettre à ce secteur privé. Certains nous disent qu'il faut vous assurer que les dettes que vous allez payer, les montants qui sont reçus soient réinjectés dans l'économie. Nous ne pouvons pas le garantir ou l'exiger, mais je suppose que pour un investisseur, la logique voudrait que s'il reçoit des paiements par rapport à une dette, qu'il les réinjecte dans l'outil de production pour pouvoir être plus productif et participer à la construction de notre développement. Le développement des infrastructures dans les pôles, entre les pôles, dans les zones économiques, également, est un engagement que nous prenons vis-à-vis du secteur privé. La mise en place d'une garantie marché pour faciliter beaucoup de choses, notamment avec les contrats triennaux, parce que beaucoup de membres de la société civile se plaignent de ne pas pouvoir avoir une prévisibilité par rapport au marché public. La réforme du climat des affaires, chantier que nous avons déjà initié avec la réforme du Code des investissements, du Code général des impôts, du Code des douanes, du Code minier, et j'en passe, avec l'objectif de réformer le climat des affaires, mais tout en sauvegardant les intérêts de l'État. La facilitation de l'accès aux intrants également, particulièrement pour le secteur primaire, est un engagement. Et enfin, l'accompagnement à la formalisation avec les guichets uniques et beaucoup d'autres outils qui permettraient d'accompagner une bonne partie de l'informel vers la formalisation. L'autre élément, c'est le développement des secteurs prioritaires, l'agriculture, la pêche et l'élevage. Je ne ferai que les citer parce que je vous renverrai au document Vision. Au début de mon exposé, je crois que j'ai sauté un slide pour vous dire
que ce que nous faisons ne tombe pas du ciel. Nous avions d'abord le document Vision, nous avons ensuite le master plan décennal 2024-2034, nous avons la stratégie nationale de développement, qui est une stratégie quinquennale, nous avons même le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel. J'aurais même pu citer la déclaration de politique générale. Mais ceci participe de ce premier point qu'on a appelé le redressement. Mais si vous vous rabattez sur le document Vision qui sera publié la semaine prochaine, Monsieur le ministre d'État, aujourd'hui, Monsieur le Président de la République me dit que ce sera publié aujourd'hui, ce document, tout ce que je vais développer ici dans ce document, les offres et les projections sur les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, la filière viande et lait, les industries légères, parce que dans le phasage, nous considérons qu'aucun pays ne s'est levé pour aller tout de suite vers les industries lourdes. Il faut pouvoir faire un ciblage, y aller méthodiquement. Donc, le fer, la métallurgie et la sidérurgie, où nous avons des offres concrètes, même si ça semble être des secteurs assez lourds. Et c'est pourquoi le pari de l'énergie est important. Une fois de plus, c'est la mère des batailles. Le logement social, pas ici sous le volet social, mais c'est des entreprises qui viendront faire des offres. L'agro-industrie, le tourisme, les BTP, le numérique. L'industrie pharmaceutique, chimique légère, l'industrie culturelle et créative, le textile habillement, les matériaux de construction et l'agro-industrie. Quels sont maintenant les impacts attendus? D'abord, sur le plan social, l'application de ce plan, combinée à toutes les autres initiatives, parce que ce que je vous ai montré ici n'a rien à voir avec les différentes réformes, par exemple les différents codes, même si, de manière anticipative, certains points validés ici devraient être pris en compte, mais nous allons anticiper parce que dès les prochaines semaines, nous présenterons à l'Assemblée nationale un paquet de réformes qui doit accompagner la mise en œuvre de ce plan. L'amélioration de la situation sociale des ménages en milieu rural et urbain, la facilitation de l'accès aux services sociaux de base, l'adoption de nouvelles mesures de baisse des prix de denrées, le renforcement du socle de protection sociale, la promotion de l'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. Je pense que je peux passer sur ces slides puisque j'ai déjà détaillé ces aspects plus haut. Et enfin, les impacts budgétaires attendus. C'est que ces ressources que nous voulons mobiliser conforteront la position de l'État par rapport à nos ambitions de souveraineté. Je le rappelle encore, il ne faut pas qu'on fasse des confusions. La souveraineté ne veut pas dire l'autarcie. Vous entendez des gens qui vous disent « oui, ils parlent de souveraineté, pourtant ils empruntent ». Ce n'est pas ça la souveraineté. La souveraineté, c'est avoir le choix dans les schémas que vous mettez en place, qu'on ne vous impose pas des modèles. C'est de pouvoir dire « ma priorité, c'est de mobiliser sur les marchés dans des conditions les plus favorables, les taux les plus favorables, les maturités les plus favorables, et de ne recourir au multilatéral et notamment au FMI qu'en dernier ressort parce que je n'aurai pas d'autre solution. C'est le contraire de ce qu'on fait actuellement. C'est ça la souveraineté. Mais ce qui vous permet d'être à l'aise sur ça, c'est votre capacité à mobiliser des ressources endogènes, à assainir votre cadre macroéconomique. Et c'est ce travail qui va nous permettre effectivement de conforter la position de l'État. C'est le respect de nos engagements internationaux qui seront plus facilités. C'est la contribution. On ne dit pas que c'est ce plan qui va le faire à lui seul, mais il contribuera substantiellement à l'objectif d'atteinte de ramener le déficit à 3% en 2027. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés au terme de notre exposé. Ce que je voudrais dire aux Sénégalais, c'est que nous parlons souvent de souveraineté. Moom sa bopp. Mais moom sa bopp am na lu ko jiite.
li ko jiitu mooy mënal sa bopp. mënuñu 65 ans après les indépendances jël suñu avenir yépp wéer ko ci liy jóge bitim réew moo xam dañ ñu koy lebal ci anam yoo xam ne métti na ci ñun suñuy sëtaat di daw walla dañuy tàllal loxo di ñaan. réew muy doxee noonu mooy réew moo xam ne optewul pour le développement. mën ngeen dégg ñu ne ñoom de lépp la ñu bëgg a taxé bu ngeen seetee li ñu def fexe nañu ba li nga xam ne mooy lu essentiel ci dundu Sénégalais yi laaluñu ceeb laaluñu diwlin laaluñu courant laaluñu yooyu yëpp dañ leen bàyyi waaye muqi mi mën nañ cee laaj xaalis ndax du lu essentiel. xoos bi mën nañ cee laaj xaalis parce que du lu essentiel ak yeneen yoo xam ne niñ ko tëggee nit ki koy def imma du ko yéeg bu koy def parce que taxe indirecte la c'est indolore wala même bu ko yéegee njëriñ bi mu koy jural moo ëpp solo ndax ki nga xam ne génne na pour am bail wala titre foncier mu war koo téye giiru dundam bu fi jógee jox ko doomam kooku jox ko sëtam loolu njëriñ gi mu koy jural moo ëpp solo li mu jotoon a génne pour am loolu. kon fexe nañu ba dugal ci yërmande waaye faw effort am réew du tabaxu ci kenn ku ne di xaar moroomam def wala ñu jàpp ni président Bassirou Diomaye Faye mooy ubbi benn robinet njaga ñaaw milliards yi génn loolu mënul ne. kenn ku ne ci ñun war na am lu mu ñaq effort la bu ñu laaj sur une période 2 at ak genn wàll bu ñu askan wi toppee ci li ñu wax fii la Sénégal di tegu ci yoon ba faw ndax erreur yi ñu defoon démb dootul am ci Sénégal. ma xam nag njàmbarte réewu Sénégal ak askanu Sénégal njàmbarte boobu ñu wane woon démb pour ne dañuy sauver suñu démocratie ak suñu liberté mu jaraloon nit ñi bakkan ñàkk liggéey dem kaso loolu page boobu tourné nañ ko njàmbarte googu tey war nañ koo jublu nag ci tabax réew mi ci koom-koomu réew mi. waa lan mooy plan de redressement. plan de redressement mooy yoon wu ñu tegtaloo ay ndogal yu wér ngir jubbanti suñu koom dundalaat yaakaar yi boole ko ak samp keno yokkute gu sax te boole ñépp li ci njëkk nag mooy tabaxaat yi yàqu-yàqu yu xóot yi peg bor bi gën a dëgëral yorin wu leer ci njël li xeex bu baax ak pasar-pasaree gi yaxanal alalu askan wi ñu toftal ci dugalaat xaalis bi ci wàllu yu am solo yu ci mel ni mbay mi industrie bi ak infrastructure yi taxawal dynamique yu bees boole ko ak gën a dooleel lii di innovation li ci mujj nag di gën a dooleel filets sociaux yi taxaw temm fexe ba ñépp mën a jot ci service de base yi boole ko ak gën a dooleel jibaay góorgóorlu yi plan bi nag tànneefu politique bu leer la bu ànd ak wareefu jëf te boole ko ak fulla ak dogu ngir njëriñu askan wi